Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons enfin reparler de mon Apple Experiment. Initié en octobre 2017, mon Apple Experiment m'a amené à acheter un iPhone 8 Plus, dont vous allez bientôt avoir la vidéo de bilan sur la chaîne, une Apple Watch Series 3 GPS, dont j'ai déjà fait la vidéo de bilan il y a un certain moment, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et un MacBook Pro de 2017, qui était la première révision de la génération commencée en 2016, et c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui. Mon expérience personnelle s'est faite sur un MacBook Pro 13 pouces de 2017, doté de 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, un Core i5 double cœur qui est en réalité un Core i5 7267U, même si Apple ne précise jamais les références spécifiques sur son site, et les graphiques intégrés d'Intel qui vont avec ce CPU. Il n'y avait pas de carte graphique dédiée avec ce MacBook Pro 13 pouces, et il me semble qu'il n'y en a aucun qui dispose d'une carte graphique dédiée. C'était un modèle supérieur au modèle de base, qui était doté de la Touch Bar, qui coûtait plus cher en 2017, c'était vraiment une option, et je l'avais payé quasiment 2000 €. Dans cette gamme de prix, on s'attend normalement à un ordinateur qui soit joli, bien fini, et qui soit assez performant pour répondre à un grand nombre d'usages dits professionnels. Cependant, je dois quand même vous avouer que ce MacBook Pro m'a pas mal déçu sur ce dernier point, on va en parler dans cette vidéo. Pour information, en 2017, je n'avais pas cette connaissance plutôt fine de l'informatique que j'ai aujourd'hui. Typiquement, je ne savais pas qu'un processeur H d'Intel comparé à un processeur U d'Intel n'avait pas les mêmes performances à une fréquence d'horloge similaire. Je ne savais pas qu'un processeur dit H pouvait aller jusqu'à 45 watts de TDP alors qu'un processeur dit U pouvait aller seulement qu'à 15 watts. C'est notamment à cause de mes mécontentements face à ce MacBook Pro que j'ai appris ce genre de choses. Je vais passer en résumé sur mon expérience globale avec ce MacBook Pro 2017 puisque comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le sujet d'aujourd'hui est un peu plus global. Au niveau du design et de la solidité, la qualité de fabrication est juste excellente. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le châssis est solide et les matériaux ont bien résisté à l'utilisation quotidienne que j'ai fait subir pendant de longs mois. À part quelques rayures sur le logo Apple brillant sur le dessus de l'ordinateur, tout le reste est quasiment dans le même état qu'en sortie de boîte. Je ne l'ai pas moins bien traité ou mieux traité que les autres, donc son maintien en bonne condition est remarquable. Même le contour des ports USB-C n'a pas subi de rayures suite à l'insertion et au retrait de lecteurs USB ou de quelconque adaptateur. Pour vous dire, côté gauche, il y a même encore le sticker noir autour des ports USB-C qui date de son tour en réparation dans un Apple Store. Et oui, ça on va en reparler un peu plus tard. Cependant, un point négatif au niveau de la solidité, ce sont les marques des touches sur l'écran. Donc je pense pas qu'on puisse les voir à ce moment-là, puisqu'en fait on ne les voit qu'avec l'écran éteint. Mais ce n'est pas la première fois que je constate ça sur un ordinateur, et ce n'est même pas la première fois que je constate ça sur un MacBook, puisque sur des MacBooks de connaissances ou d'amis, j'ai déjà vu ce même genre de comportement où les touches laissaient des marques sur l'écran. Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais vraiment remarqué ces marques sur l'écran lors de mon utilisation, puisqu'en fait on ne les voit vraiment que lorsque l'écran est éteint. Mais c'est quand même dommage que ce souci soit toujours présent sur cette génération de MacBook Pro. Je ne sais pas si c'est le cas sur les générations d'après, mais sur ce 2017 c'est quand même vraiment dommage. Et c'est d'autant plus étrange que cet écran dispose d'un petit rebord ici qui est censé normalement soulever l'écran du clavier, mais ça n'a pas suffi. Pour le reste, le design est vraiment très sympathique, la finesse de l'écran, les finitions, même ici la chaleur de l'écran est vraiment solide et on peut l'utiliser à une main de manière tout à fait fluide, on peut ouvrir et fermer l'ordinateur à une main. Bien évidemment ici il est en équilibre parce que j'essaie de tout faire rentrer dans l'angle de la caméra, n'est-ce pas? Et voilà, outre ce petit problème sur l'écran, au niveau du design de la solidité, vraiment rien à dire, cet ordinateur a très bien résisté à ces longs mois d'utilisation. Il m'a notamment suivi lors de plusieurs semestres universitaires. Au niveau de l'écran et du son, le MacBook Pro 2017 est doté d'un très bel écran qui est utilisable dans toutes les conditions de luminosité environnante, que ce soit tard le soir ou en conditions de fort soleil, c'est vraiment très agréable de l'utiliser. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de mesures au niveau de cet écran puisque mon LuxMètre n'a plus de pile et que la pile n'est pas encore arrivée. Je sais que j'avais 3 ans pour le faire, mais c'est généralement le genre de choses que je fais en tout dernier au moment d'écrire un script. Pas de chance, c'est mal tombé. Les couleurs sont vraiment bonnes pour une dalle IPS LCD, notamment quand on la dote du profil de couleur P3 en logiciel. Honnêtement, que ce soit pour du travail graphique ou pour regarder YouTube, c'est vraiment un très bel écran. Au niveau du son, j'ai été surpris par l'excellente qualité des haut-parleurs, qui sont tout simplement les meilleurs que je n'ai jamais entendus sur un ordinateur portable. Le son est plutôt homogène, il y a des basses qui sont bien plus présentes que l'écrasante majorité des ordinateurs que j'ai eu la chance d'entendre dans ma vie, même si bon maintenant il y a quand même pas mal d'ultrabook Windows qui ont des haut-parleurs tout à fait décents. Pour la prise jack pareil, rien à signaler, tant dans la clarté que dans la puissance, on pouvait déjà être content qu'elle soit encore présente après sa funeste disparition sur les iPhones des années précédentes sur MacBook Pro. Parlons maintenant du clavier, parce que là c'est vraiment un point
compliqué. Le clavier m'a fait pas mal souffrir, je dois vous l'avouer, malgré l'utilisation pendant plusieurs semestres de cours à l'université, notamment durant mes CM, donc des cours magistraux, donc ça dure entre 2 et 4 heures. Je n'ai jamais réussi à m'y faire, jamais. Je suis bien content que ce type de clavier ait enfin été abandonné par Apple en 2020 sur ses MacBook Pro 13 pouces et 16 pouces Intel, bien que je pense qu'ils auraient pu réagir bien plus vite. Au niveau du rétroéclairage du clavier, il est tout à fait correct et il est plutôt large en termes d'adaptabilité de la luminosité, mais j'ai été quand même un peu déçu que ce soit aussi diffus, on va dire, dans l'affichage des touches. Donc, qu'on puisse voir que la luminosité n'était pas homogène sur les touches. Pour un ordinateur aussi cher, j'étais quand même un peu surpris, je m'attendais à mieux d'Apple. Au niveau de l'autonomie, elle est bonne en usage léger, donc j'ai mesuré entre 6 heures et 8 heures constatées en usage typé web, écriture, donc des choses qu'on peut faire un peu tous les jours, avec une luminosité d'écran entre 25% et 75% dans mes phases de test chronométrées. En usage professionnel, donc pour moi c'est plutôt de l'édition vidéo, c'était quand même bien plus limité. On était entre 2h30 et 3h en montage vidéo sur Adobe Premiere Pro. Cependant, je trouve ça tout à fait convenable pour pouvoir par exemple éditer une vidéo quand on est en déplacement, sachant que pour ma part ce sont mes vidéos YouTube, donc elles sont tournées en 4K. Ces chiffres d'autonomie sont contrebalancés par un très bon point, qui n'était pas si commun en 2017, c'est l'usage de la recharge par USB Type C qui permet à cet ordinateur de pouvoir être rechargé par n'importe quel adaptateur secteur, donc qui peut même aller jusqu'à cette taille-là par exemple, donc c'est tout petit par rapport à des adaptateurs secteurs propriétaires, ou même par des batteries externes qui disposent de la norme USB-C Power Delivery, que l'on peut reconnaître comme sur cet adaptateur secteur qui est inscrit comme PD pour Power Delivery. Donc honnêtement, je n'ai pas été trop déçu par l'autonomie. Quand je l'emmenais avec moi en cours, je n'avais aucun souci pour faire toute la journée de cours. Quand j'avais besoin de faire un peu de montage vidéo en mobilité, eh bien ça me suffisait amplement pour pouvoir par exemple occuper une ou 2 heures avec du montage. Et puis si j'avais besoin, j'avais ma petite batterie externe avec moi ou ce chargeur là plutôt que le chargeur Apple parce qu'il est encore plus petit. Donc l'autonomie ne m'a pas déçu. Au niveau de la connectivité des capteurs, exit les ports USB-A, lecteur de carte SD, port RJ45, HDMI, DisplayPort et tout ceci. Et bienvenue à 4 ports USB-C Thunderbolt 3, qui permettent en fait de faire tout ce que j'ai cité avant, mais sous condition d'avoir des adaptateurs en tous les sens. Après 3 ans d'utilisation de ce MacBook, j'en ai tout un tas qui sont stockés dans cette petite poche à zip que je vais vous chercher. Hop, la voici, et comme vous pouvez entendre, il y a vraiment tout un tas d'adaptateurs là-dedans. USB-C vers HDMI, USB-C vers VGA, USB-C vers... j'ai un adaptateur multiple avec de l'USB-A, un lecteur de carte SD, bref, j'ai de tout maintenant et j'en ai plein dans cette petite poche. En vérité, à l'utilisation, tout fonctionne très bien, tant qu'on a accepté qu'il nous faut un adaptateur pour 80 ou 90% des cas. Il n'y a que mon Samsung T5, donc c'est un SSD portable, qui se branche nativement USB-C vers USB-C dans ce MacBook Pro. Pour les connectivités sans fil, le Wi-Fi 5 GHz AC et le Bluetooth sont parfaitement captés, et les vitesses de connexion sont très rapides, et la fiabilité est bonne pour le Wi-Fi. Au niveau des performances, deuxième point un peu critique de ce MacBook Pro, elles se sont révélées tout à fait satisfaisantes dans l'usage quotidien, donc écriture de cours, de script, de la navigation web et tout ça, mais moins satisfaisantes dans mes usages que je qualifierais plus proche d'un usage pro, donc du montage vidéo, de l'édition de photos, notamment en utilisant la suite Adobe. Certains me diront que j'aurais dû m'adapter et monter mes vidéos sur Final Cut Pro X. J'ai essayé, j'ai acheté Final Cut Pro X au moment où j'avais acheté ce MacBook Pro. J'ai essayé de monter une vidéo en 2017 dessus pour pouvoir faire un test et essayer. J'ai passé tellement de temps, j'ai tellement détesté cette expérience qu'au final, je n'ai pas pris le temps d'apprendre le logiciel. J'avais déjà du mal en 2017 à monter mes vidéos, à les sortir et à en faire. Alors j'avais certainement pas de temps pour apprendre un logiciel alors que j'en connaissais très bien un autre qui fonctionnait très bien pour mon workflow. Surtout que je ne pensais pas à l'époque switcher sur macOS à plein temps et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui, donc c'est plutôt une victoire idéologique pour ma part. Du point de vue des performances, on ne parlera pas des performances de la webcam, puisqu'Apple n'a toujours pas évolué sur ce point, même en fin 2020. 720p pour la vie. En même temps, il ne pouvait pas prévoir le Covid sur le modèle de 2017, parce qu'il ne faisait pas partie du consortium Bill Gates, vaccin, 5G, injection, contrôle de la population. Ça peut se comprendre vu tout le temps que Steve Jobs a passé à se moquer de Windows. Bref, 2000 € pour une caméra aussi médiocre, ça fait vraiment mal. Et 2000 € pour de telles performances, et on va en reparler, pareil, c'est quand même vraiment décevant. Du côté logiciel, le macOS a toujours été stable dans ses versions grand public pour ma part. Désormais, je suis sur macOS Catalina 10.15.6. Je n'ai pas encore fait la mise à jour vers Big Sur. Pour avoir testé la version bêta de Catalina, je déconseille à toute personne qui utilise tout ordinateur sous macOS pour un usage professionnel quotidien, puisque le nom bêta porte bien son nom. C'était vraiment plus lent, moins stable, j'avais beaucoup plus d'écrans d'erreur et d'arrêt inopiné de l'ordinateur. C'est bien qu'ils puissent être disponibles les bêtas publiques, mais elles sont vraiment pas à conseiller pour toute personne qui a besoin de son ordinateur pour du travail quotidien. Honnêtement, j'ai déjà été surpris de mon adaptation assez facile à macOS, moi qui ne l'avais quasiment jamais utilisé auparavant. De mon point de vue, c'est un OS agréable à utiliser, tant sur le plan de l'ergonomie que sur le plan du design. C'est clair que tout n'est pas parfait, mais de son côté, Windows ne l'est pas non plus. Mais malgré le fait que je l'ai utilisé pendant, je pense, 99% de ma vie,
j'y trouve encore des problèmes et des soucis sur lesquels je me tire les cheveux régulièrement. Donc sur ce point-là, il faut savoir se forger un avis plutôt avec un regard comparatif qu'un regard absolu. Je suis en particulier assez fan des gestes de navigation multi-doigts avec le trackpad et le commande plus espace qui est devenu mon raccourci préféré sur macOS, puisqu'en fait c'est une porte d'entrée vers beaucoup de logiciels, donc c'est vraiment super. Sans parler de toutes les possibilités qu'offre Spotlight, donc qui se cache derrière ce raccourci commande plus espace, c'est vraiment super sympa à utiliser. Donc vraiment macOS, je m'y suis bien habitué, et si je ne devais utiliser que macOS pour le reste de ma vie, je ne serais pas mécontent. Cependant, pour de multiples raisons, je préfère encore largement Windows. Bref, si je dois tirer un bilan de mon expérience globale avec ce MacBook Pro 2017, c'est une expérience assez mitigée. Sur tous les aspects matériels sensibles, donc l'écran, le son et le design de l'ordinateur, c'était une expérience totalement réussie. Mais les performances de ce MacBook sont depuis le début en deçà de mes besoins pro, malgré 2000 € dépensés dans cet ordinateur. C'est pour cela que de m'arrêter ici, de vous dire de vous abonner, de mettre un like et de mettre la cloche et d'aller vous donner de l'argent parce qu'il me faut de l'argent, je vous propose d'ouvrir un peu le débat sur l'ensemble de cette génération de MacBook Pro Intel débutée en 2016 et terminée en 2020 avec le dernier modèle 13 pouces et 16 pouces proposés. Que retenir de positif, que retenir de négatif et quels points ont été adoptés par la suite par les autres constructeurs d'ordinateurs? C'est la question plus globale à laquelle je vais essayer de répondre sur la base de mon expérience et de l'ensemble des tests des vidéastes que j'ai pu voir et chez qui je considère le travail sérieux. Vous allez voir qu'il y a certains points de redite par rapport à ce que j'ai dit avant, mais c'est pour ça que je ne m'étais pas vraiment posé dessus au moment de mon expérience à moi en résumé, pour pouvoir les développer un peu plus ici sur cette question plus globale. Au niveau des points positifs de cette génération de MacBook Pro, les écrans ont toujours été de très bonne qualité. Ils sont lumineux, ils disposent d'une très bonne colorimétrie. Si on en a besoin, macOS propose en plus plusieurs profils de couleurs, en plus du profil P3 par défaut, donc c'est très bien. Bref, travailler ou consulter du contenu sur cet écran est un véritable plaisir. L'un des points sur lesquels les ordinateurs portables Windows et Ultrabook n'ont pas encore attrapé Apple, c'est le trackpad. Il est vraiment énorme, il est précis, il est associé à de nombreux gestes multi-doigts qui deviennent des habitudes d'utilisation avec macOS. Ce qui prend encore une fois ce que peut donner une bonne optimisation entre un très bon matériel et des bonnes idées dans le logiciel. Encore aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur trackpad qui existe sur n'importe quel ordinateur portable. Le seul petit point perso que j'ajouterais à cette expérience, qui en fait est plutôt subjectif, c'est que je n'apprécie pas forcément la surface du trackpad. Mais outre cette petite gêne sensorielle à laquelle je n'ai pas eu de souci à m'adapter, son utilisation est vraiment agréable et c'est peut-être l'un des rares ordinateurs portables où on se dit qu'on n'a pas besoin de porter une souris avec soi en déplacement au cas où qu'on en ait besoin. Si ce n'est peut-être en montage vidéo où j'ai quand même plutôt préféré utiliser une souris classique que le trackpad. Mais utiliser le trackpad était tout à fait possible. Autre point positif dont j'ai déjà parlé, les haut-parleurs de très bonne qualité. De ce que j'en sais, ils sont encore meilleurs sur les modèles 15 pouces et 16 pouces plus récents. Mais déjà sur ce modèle 13 pouces, Apple avait fait de l'excellent travail. La consommation de contenu, l'écoute de musique ou même le travail de vérification, relecture de vidéos avec les haut-parleurs sur ce MacBook Pro est un vrai plaisir. La puissance sonore est là, le son est de très bonne qualité sur toute la bande sonore et le fait que le son ressorte par les haut-parleurs qui sont situés sur le dessus de l'ordinateur englobe totalement notre écoute. Bref, la combinaison écran haut-parleur de cet ordinateur fait du MacBook Pro 13 pouces une machine parfaite pour la consommation de contenu type YouTube, Netflix, Amazon Vidéo et tout ce genre de choses. Même si bon, payer quasiment 2000 € pour une machine qui ne servirait qu'à consommer du contenu, ça ferait quand même vraiment très cher. Ah, vous n'êtes pas d'accord monsieur ? Dernier point positif, la qualité de fabrication et la durabilité globale des matériaux, avec pour seule exception le clavier, dont on va reparler en très peu de temps. Après 3 ans d'utilisation, transporté, glissé dans les sacs, puis rangé, stocké avec les autres ordinateurs portables que je possède, avec ou sans housse de protection suivant les moments, l'état global de la machine reste très bon. Les charnières de l'écran sont toujours solides, l'ensemble du châssis à l'intérieur et à l'extérieur n'ont que très peu de rayures. Seul le logo Apple à l'extérieur n'a que quelques rayures, et ce petit problème sur l'écran qui malheureusement est récurrent et que, en toute honnêteté, j'aimerais voir solutionné par Apple. Outre le clavier, ce design semble pouvoir aller loin, si on y prend soin un minimum bien sûr, et même résister à nos quotidiens qui peuvent parfois être un peu mouvementés. Seul le clavier fait exception, j'insiste dessus, mais on y vient très vite, ne vous inquiétez pas. Avant d'arriver vers les points négatifs, selon moi, il y a un aspect de ce MacBook Pro 2016-2020 qui a vraiment généré une vraie résistance au changement et qui finalement est devenue une norme plutôt suivie dans l'univers des Ultrabooks, c'est la sélection de ports. Apple a lancé cette mode de retirer l'ensemble des ports des Ultrabooks, voire même des ordinateurs portables plus épais, donc l'USB-A, lecteur de carte SD, HDMI, DisplayPort, RJ45, port d'alimentation propriétaire, adieu le MagSafe, pour faire un pareil complet sur le Thunderbolt 3. Encore aujourd'hui, on peut rager sur la disparition de certains ports, surtout sur le port de carte SD, puisque selon moi, il y avait largement la place, même en termes d'épaisseur, pour pouvoir en mettre un. Sur un appareil qui s'appelle
Pro, ça fait quand même un peu tâche. Cependant, force est de constater la maturité actuelle du Thunderbolt 3, de la profusion d'adaptateurs mono ou multi-usage, et au final d'une certaine victoire idéologique d'Apple. Je ne dirais pas qu'ils ont eu raison de faire ça, mais qu'ils ont eu raison d'essayer, puisque les autres les ont suivis comme souvent. Depuis 2 ans, dès que je sortais avec mon MacBook, j'emportais toujours cette petite trousse d'adaptateurs avec moi, qui contient à peu près tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir connecter mon MacBook à tout type d'appareil, que ce soit des clés USB, des écrans ou des projecteurs par exemple. Était-ce embêtant en réalité? Non. Était-ce pratique? Non plus, puisque j'ai acheté au fur et à mesure des adaptateurs pour pallier les manques que je rencontrais. Et croyez-moi que les universités françaises n'ont pas toutes subi un virage numérique important. Devoir se connecter au vidéoprojecteur en VGA, c'était pas une partie de plaisir avec ce MacBook, puisque pendant longtemps j'ai dû faire USB-C vers HDMI, HDMI vers VGA. Au moins c'était marrant. Désormais, ce choix fait par Apple se retrouve sur de nombreux ultrabooks, et à défaut de leur dire merci pour cet adaptateur, ils ont permis de pardonner une certaine maturité au Thunderbolt 3. C'est quand même décevant qu'ils aient pas réussi à trouver un moyen de pouvoir adapter leur connecteur propriétaire MagSafe à l'USB-C. J'aurais bien aimé avoir un connecteur magnétique sur cet ordinateur comme il y avait avant, parce que ça a quand même cet aspect pratique de pouvoir éviter que votre ordinateur vole avec vous au moment où vous emmêlez vos jambes dans le câble de votre adaptateur secteur. Et ça, pour l'avoir vu à l'université, ça a coûté la vie à l'écran d'un ordinateur d'une collègue de master. Petit instant story time de 5 secondes. Passons maintenant au côté négatif de ces MacBook Pro 2016-2020. Premier point négatif sur moi, la touch bar. Même dans les applications qui en ont pris compte, son utilisation est moins rapide pour une personne connaissant ses raccourcis clavier dans les différents logiciels utilisés, ce que normalement un pro connaît pour pouvoir gagner en efficacité. Pour les options système, luminosité, son, Siri, Launchpad, la touch bar n'apporte rien et une touche échappe sur la touch bar plutôt qu'une touche physique m'a toujours fait très bizarre. D'ailleurs, Apple est revenu en arrière sur le MacBook Pro 16 pouces et a remis en place la touche physique échappe. Bref, si j'étais chez Apple, j'ouvrirais la discussion sur sa disparition, surtout sur les appareils labellisés Pro, puisqu'ils n'apportent rien du tout à un pro. Deuxième point négatif que j'ai bien apporté depuis le début de cette vidéo, le clavier Butterfly. Je l'ai beaucoup utilisé, je lui ai beaucoup donné sa chance, j'ai tout fait pour m'y habituer, je n'y suis pas parvenu. Le manque de feeling au moment de taper est déroutant. Encore aujourd'hui, je fais beaucoup d'erreurs de frappe dessus. Mon endurance de frappe est vraiment très réduite dessus, entre douleurs de doigts occasionnelles, mais surtout une incapacité étrange que j'ai jamais pu vraiment expliquer à pouvoir taper vite au bout de quelques dizaines de minutes. Par exemple, au moment de taper ce script que je suis en train de quasi vous lire, au début je tapais très vite, puis à la fin j'étais en grande difficulté pour pouvoir enchaîner des mots. Bref, je n'aime pas du tout ce clavier et je suis très heureux qu'Apple ait décidé de l'abandonner à partir de 2020, pour revenir à un mécanisme ciseau plus classique sur leur MacBook Pro récent. J'ai par contre vu des rumeurs par rapport à ce retour, et si c'est le cas, ça risque de pas le faire, à moins qu'il soit vraiment amélioré. Pour vous donner une idée de ce manque d'adaptation à ce clavier, j'ai largement préféré utiliser le clavier plus classique Apple qui était sur le MacBook Pro mi-2012 d'une amie, plutôt que ce clavier Butterfly de 2017. Je n'ai pas ressenti cette baisse d'efficacité au bout de quelques dizaines de minutes, alors que sur ce clavier Butterfly, depuis le début, c'est le cas. Et le point final qui me fait vraiment détester ce clavier, c'est qu'il m'a obligé à retourner ce MacBook en réparation dans l'Apple Store où je l'avais acheté. Puisqu'assez rapidement, la touche N et la touche Caps Lock de ce clavier fonctionnaient mal. La touche Caps Lock, c'était qu'une fois sur deux, en fait, elle ne s'allumait pas, donc elle ne fonctionnait pas. Et la touche N, j'ai eu pendant un cours la très fâcheuse surprise de voir la touche N ne plus fonctionner. J'ai donc dû taper tout un cours entier, donc un cours magistral, avec des mots, il manquait des N 2/3 du temps. Et quand il manquait des N, j'avais la haine. Je n'ai jamais mangé au-dessus de ce MacBook Pro, je ne l'ai jamais emmené dehors, j'ai toujours refusé pour éviter que ce clavier ait des soucis puisque je savais déjà par les rumeurs que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Mais rien n'y a fait. J'ai passé un semestre entier de cours avec des mots qui pouvaient être dénués de majuscules ou qui n'avaient pas de N, ce qui m'a encore une fois mis la haine. Parce que je ne l'ai pas emmené tout de suite en Apple Store puisque le problème en fait venait, repartait, donc c'était encore plus frustrant. Je n'avais pas une panne définitive qui me disait bon, allez hop, jour 1 je l'emmène, non c'était je l'utilise, ça marche plus, puis le lendemain je l'utilise, ça marche plus de nouveau, ça marche plus. C'était ultra frustrant. J'ai donc actuellement un MacBook avec un clavier quasi neuf puisque je n'ai utilisé que 5 jours depuis que je l'ai ramené en Apple Store pour pouvoir optimiser son prix à la revente. Et en prime, à cause du design tout intégré de ces MacBook 2016-2020, j'ai également une batterie neuve, puisqu'au moment de retirer le clavier, Apple est obligé de changer la batterie. Même si j'ai la haine contre vous à propos de ce clavier qui est vraiment très mauvais,
Je dois vous remercier pour l'optimisation du prix à la revente que vous m'avez donné avec une batterie neuve et un clavier neuf. Dernier point négatif dont j'ai déjà parlé également, c'est le rapport performance enveloppe thermique de ce design de MacBook. Si le design de cette génération de MacBook Pro est très sympathique, élégant, fin, bien que laissant un peu de place pour s'améliorer, les bordures d'écran notamment étaient un peu larges par rapport à d'autres ultrabooks, il n'a cessé de causer des problèmes de performance de 2016 à 2020. En vérité, heureusement qu'aucun MacBook 13 pouces ne disposait de carte graphique dédiée, parce que déjà que c'était une fournaise à l'intérieur juste avec un processeur Intel, rajoutez-moi une carte AMD là-dedans et là ça aurait été vraiment un volcan. Et je pense qu'on aurait retrouvé les scandales de GPU mort ou de carte mère morte qu'il y avait eu, il me semble, sur les MacBooks de 2010, 2011, 2012. Et encore, même sur ce modèle-là de 2017, qui est doté d'un processeur de classe U d'Intel, comparé aux séries H, notamment présent dans les 15 pouces, on peut également critiquer le fait de n'avoir qu'un processeur double cœur en 2017 dans un ordinateur qui coûtait 2000 €. Même lui, en double cœur, arrivait très facilement à faire grimper les températures à plus de 90 degrés en quelques secondes dès qu'on lançait toute application professionnelle. On peut se demander si ce n'est pas cet échec répété d'intégration des processeurs d'Intel de 6e, 7e, 8e, puis même 9e et 10e génération pour les derniers MacBook Pro Intel, je pense qu'honnêtement le choix a dû se faire autour de la 8e génération, qui a causé le divorce d'un partenariat Intel-Apple qui durait depuis quasiment 15 ans. Les conséquences des problèmes de performance a été un tuning extrêmement pointu et précis d'Apple dans macOS pour pouvoir optimiser les performances au maximum de leur MacBook Pro, sans pour autant les empêcher d'atteindre les 90 ou les 100 degrés dans les scénarios où les performances étaient exploitées à 100%. Beaucoup de vidéastes tech en ont parlé, et il semblait même que sur le dernier modèle 16 pouces, Apple avait réussi un tour de magie avec un tuning plutôt efficace entre très bonne performance et enveloppe thermique qui n'en faisait monter le processeur qu'à 90 degrés en moyenne. Ça semblait plutôt bien marcher, même si ça n'était pas cool du tout. Mais sur les différentes évolutions du MacBook 13 pouces, donc qui est celui que j'ai utilisé en version 2017, la formule est toujours restée la même, trop chaud, trop limité, trop vite. En plus du clavier, c'est vraiment là pour moi le gros problème. Je m'attendais à avoir une machine qui pouvait être performante pour pouvoir faire du montage vidéo en mobilité, et ça n'a pas été le cas. C'est simple, éditer juste une simple timeline en 4K en n'ajoutant aucun effet, rien du tout, même en baissant la prévisualisation de Premiere Pro au maximum, c'était lent, j'avais de la latence, donc c'était pas agréable du tout. Après une génération de MacBook Pro Retina de 2012 à 2015 qui est encore aujourd'hui globalement plus appréciée que la génération 2016-2020, Apple n'a pas réussi à proposer un package complet qui soit pertinent. Je suis vraiment très satisfait de l'écran et des haut-parleurs, ceux qui ont fait une machine parfaite pour regarder Netflix ou YouTube. Cependant, payer 2000 € pour un ordinateur adapté au streaming serait une grosse perte d'argent, à moins que vous ayez de l'argent à perdre, auquel cas vous faites le bon choix. J'ai donc été déçu par mon MacBook Pro 2017 qui n'a pas rempli le rôle que j'attendais de lui du point de vue des performances. Cependant, il m'a permis d'être plus objectif sur les véritables qualités des produits Apple. Un OS tout à fait sympathique, des choix matériels de qualité, excepté le clavier qui était une connerie monumentale, et c'est stupide d'avoir attendu 3 actualisations de ce MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces pour le changer. Et cette capacité à emmener l'ensemble du marché vers des tendances que l'on trouve absurdes au début, mais qui deviennent des généralités. Je parle de là de l'utilisation des ports USB-C et du Thunderbolt 3 pour remplacer tous les ports USB, DisplayPort, HDMI et de recharge. D'ailleurs pour moi, le point le plus pertinent de l'USB-C, c'est la recharge, puisqu'il permet de pouvoir emmener des chargeurs beaucoup plus petits avec nous. Si cette génération de MacBook a peut-être ravi certains pros, même si l'existence du clavier Butterfly rend cette possibilité vraiment très réduite selon moi, elle n'a pas du tout convenu à mon type d'utilisation pro. Il manque cette harmonie entre tous les éléments pour être agréable à utiliser, puisque l'une des rares situations où le clavier Butterfly est agréable à utiliser en montage vidéo pour les raccourcis clavier, donc des touches uniques, les performances ne suivent pas. Et là où les performances sont bonnes, donc en navigation web et en écriture de script et de texte en général, le clavier ne suit pas. J'attends donc de voir le redesign des MacBook Pro à venir sur les générations de 2021 et d'après, redesign qui va tirer parti des SoC Apple Silicon. Car si on y réfléchit bien, si Apple réussit à avoir un SoC Apple Silicon qui soit performant, optimisé, avec des performances qui soient constantes parce que la chauffe est maîtrisée, avec un design renouvelé et un clavier qui fonctionne bien, je pense qu'un grand nombre d'ultrabooks Windows à plus de 1000 € auront un énorme souci à se faire. Et cette phrase écrite que je n'ai pas besoin de lire, ça vient de quelqu'un qui utilise Windows depuis sa naissance. Ah, et puis si dans le redesign on pouvait aussi ajouter une petite webcam 1080p en plus du processeur de signal d'image d'améliorer sur le dernier MacBook, ce serait vraiment génial. Ce qui est sûr pour ce modèle précis en face de vous, c'est qu'il va finir en vente pour pouvoir rembourser une partie du MacBook Air 2020 doté du SoC Apple Silicon qui doit arriver dans quelques jours. En attendant son arrivée chez moi, j'espère dans quelques jours si la date d'arrivée est correcte, mon prochain défi est de regarder la première étape vers ces transitions, que ce soit du point de vue de la transition Intel vers Apple Silicon et aussi la transition vers un futur redesign. Si on regarde le design des premiers appareils dotés de puces Apple Silicon,
pour les 3 Mac, ils sont inchangés sur la première génération. Mais tous les points négatifs cités dans cette vidéo semblent être réglés, puisque le clavier a été changé un an en avance, que les performances devraient être en hausse, que l'autonomie devrait être drastiquement en hausse aussi, et que pour ma part, ayant choisi le MacBook Air, la touch bar n'est pas sur ce modèle au profit de touches fonctions classiques, ce que je préfère. Ne manquez pas les multiples vidéos qui vont arriver très prochainement sur ce MacBook Air doté de la puce Apple Silicon, et croyez-moi que mon Apple Experiment n'est pas prête de s'arrêter. Donc voilà pour cette vidéo concernant ce MacBook Pro 2017 et plus globalement toute cette génération de MacBook Pro 13 pouces de 2016 à 2020. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette ouverture de sujet vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur cette génération 2016-2020 de MacBook Pro. Je serai très ravi d'échanger avec vous, que ce soit dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, que vous pouvez retrouver en description. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et à très bientôt pour un premier aperçu du MacBook Air avec Apple Silicon. Allez, salut!